Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision qui commence par le sommaire. Le Premier ministre a tenu la première réunion de l'année sur la sécurité générale du pays. L'explosion d'une bombe artisanale à Kassindi y a été largement évoquée. Le processus d'enrôlement des électeurs est émaillé de plusieurs couacs. La Synco et l'ECC disent attendre les assurances de la centrale électorale. Et enfin, la route Madimba se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les pratiquants de cette route de la commune de Kisinso lancent un SOS à l'endroit des autorités du pays. Encore une fois de plus, bienvenue. Attentat à la bombe à Kassindi, agression rwandaise au Nord Kivu, conflit entre les peuples Emma et Lendu à Djougou, en Ituri, insécurité à Kwamouth, Bagata et ailleurs. Voilà autant des questions exploitées mercredi au cours de la toute première réunion de l'année sur la situation sécuritaire dans le pays. Le Premier ministre a réuni dans son cabinet de travail quelques membres de son gouvernement et les services de sécurité. Commentaire. L'attentat à la bombe à Kassindi a été très dur à vivre. Les forces de défense et de sécurité n'ont pas voulu croiser les bras. Elles se veulent de plus en plus vigilantes. L'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Autre point au menu de cette première réunion de sécurité de l'année, c'est la marche initiée à Goma contre les forces kenyanes de l'EAC et celles sud-soudanaises qui doivent arriver bientôt. Le gouvernement appelle à l'apaisement et invite la population à ne pas jouer le jeu de l'ennemi. Ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons. Il faut reconnaître que la situation sécuritaire reste marquée par le dépassement du délai par le M23 soutenu par le Rwanda de libérer les régions occupées à Rutshuru. On parle aussi de l'activisme de l'ADF, groupe terroriste qui opère à Beni dans le Nord Kivu, ainsi que quelques régions de l'Ituri voisins. Et puis le chaos s'émet dimanche par une explosion de bombes à Kassindi dérange encore l'esprit lorsqu'on y pense. C'est pour cette raison notamment qu'il faut prendre des mesures sécuritaires solides aux frontières pour barrer la route aux terroristes ADF. C'est ce que le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a demandé au Premier ministre le mercredi lors d'une audience leur accordée. Les précisions, c'est avec Divine Tiala. Le récent attentat perpétré par le mouvement terroriste ADF à Kassindi dans le territoire des Beni et le refus du désengagement du M23 des positions occupées ont été les principales questions abordées au cours de cette audience. Ces élus ont recommandé de renforcer la sécurité aux frontières, notamment mettre des contrôles avec des outils métalliques pour assurer que tout ce mouvement ADF avec ses bombes artisanales ne puisse plus attaquer la population pour causer de morts inutile. Concernant le refus du désengagement du M23 qui occupe quelques localités du Nord Kivu avec l'appui du Rwanda, le gouvernement indique qu'il est plus que déterminé à mettre fin à l'activisme de ce mouvement terroriste sur le territoire congolais. Il souhaite que les armes se taisent au niveau du mont Sabinyo comme cela avait été prévu. Rappelons que cette rencontre intervient une semaine après que le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a interdit l'octroi des visas aux étrangers à destination de l'Ituri, du Tanganyika du Nord et du Sud Kivu. Est-ce que les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont libéré la région de Rutshuru Centre? C'est de la fausseté, selon le président de la société civile de Rutshuru. Ces insurgés ont plutôt renforcé leur position sur les lignes de front. Jean-Claude Bambazé a été joint au téléphone par votre rédaction. L'information faisant état de retrait du M23 à Rutshuru, c'est vraiment une fausseté. Ça veut dire le M23, ils sont toujours là. Même au moment où je vous parle, ils sont à Rutshuru Centre, au Pena. Donc Wingoma occupe même les bureaux du cadastre de Rutshuru. C'est là qu'il est en train de travailler. Ils sont là. Les mouvements qu'on a observés avec des véhicules, tout ça, c'est des mouvements plutôt qui apprenaient des militaires pour aller renforcer toutes les lignes de front, parce qu'ils ont renforcé toutes les lignes de front
avec l'objectif d'attaquer la ville de Goma, Sake, Kichanga et même Larundi. C'est comme ça qu'on a vu beaucoup de militaires en train de faire des mouvements. Et il faut aussi donc noter que les seules localités qui avaient été abandonnées, c'est Nyamilima et Kisharo, qui ne représentent absolument rien. Mais sinon, dans toute la ligne de front, ils sont toujours là, très engagés même plus qu'avant. Mais il y a la population qui dit qu'il y aurait complicité entre les forces de l'EAC et les rebelles du M23. Comment vous réagissez face à cela? Bon, la complicité, nous, on ne peut pas dire qu'il y a complicité, mais il y a vraiment cette suspicion de voir la force de l'EAC aller s'installer dans des zones occupées entièrement par le M23, alors que le délai qui était imparti au M23, au plus tard le 15, il devait quitter, et s'il ne quittait pas, l'EAC devait les attaquer. Mais aujourd'hui, nous sommes le 18, il n'y a rien qui est fait du côté de l'EAC. Au contraire, ils vivent en symbiose dans les zones occupées par l'M23. C'est pourquoi les gens, en tout cas, disent que cette force est suspecte parce qu'elle ne veut pas faire le travail qui lui a été assigné par le chef d'État de traquer l'M23 dans le cas où il refuse de se retirer. Et puis, il y a une semaine, un élément de la police tué par balle une jeune fille dans la commune de Makala. Depuis là, les enquêtes tardent à aboutir. C'est pour cette raison que le président du conseil communal de la jeunesse de Makala a saisi les autorités tant nationales que provinciales pour faire avancer la procédure. Question d'obtenir condamnation du coupable. Joseph Olongo plaide pour la réorganisation de toutes les unités de la police opérant dans cette municipalité. Il est au micro de Elvis Meti. Mais parler aussi de la police, moi je pense que c'est aussi un aspect puisqu'on parle de l'insécurité. Et quand on parle de l'insécurité aujourd'hui à Makala, chaque soir à partir de 18h, sous prétexte d'une patrouille, vous verrez les groupes de policiers, et généralement des unités de la police Oudjana ou soit Gémi, qui arrêtent des gens de manière abusive, qui font des arrestations arbitraires chaque jour et c'est gravissime. Et aujourd'hui, nous sommes en deuil parce que Makala pleure dans l'espace d'un mois, 3 jeunes qui sont morts. Nous l'avons vu. D'ailleurs, il connaît tout ça parce qu'il est aussi de Makala. Il a fait 61 ans à Makala, comprenez qu'il a toutes les matières par rapport à Makala. Et ce que d'abord, on devrait, au niveau de la police, remettre l'unité de commandement au commandant du commissaire de la commune de Makala. Contrairement à ce qui se fait actuellement, les gens de Gémi ont leurs chefs respectifs, qui d'ailleurs n'est pas à Makala. Les gens de Oudjana et la police, je peux dire en quelque sorte, est décomposée. On devrait d'abord remettre l'unité de commandement pour que nous sachions qui sont réellement à la base des morts. Enrôlement de la population, il existe des bureaux inexistants bien que repris dans la cartographie électorale, mais aussi la difficulté pour les observateurs à avoir accès aux informations sur le nombre d'enrôlés. C'est notamment cela, des couacs décelés par la Synco et l'ECC, ces confessions religieuses qui l'ont fait savoir au cours d'une conférence de presse disent attendre les assurances de la centrale électorale. On écoute à ce sujet Monseigneur Donancien-Chollet. Il y a des bureaux qui ont été répertoriés dans la cartographie, mais qui n'existent pas sur le terrain. C'est mieux que la Seigneur nous rassure. Il y a la fermeture des chefs d'antenne. Par exemple, là, nos observateurs ne pouvaient pas avoir accès au nombre d'enrôlés parce que les chefs d'antenne ne voulaient pas communiquer. Je crois que la CENI gagnera à la transparence à tous les niveaux pour rassurer la population. Et nous ne sommes qu'au début. Si la CENI tient compte de ces observations, je crois qu'on va évoluer dans le temps. La proposition faite par la Synco-LCC de prolonger la date de la fin de l'enrôlement pour les bureaux qui ont fait en retard, pour les bureaux qui ont connu des difficultés de panne de machines, ne doit pas impacter sur la durée, le calendrier, dans la mesure où nous sommes à la première heure. Si la CENI prend en compte les difficultés observées maintenant, si la CENI prend les dispositions pour améliorer, ces difficultés, nous ne les connaîtrons pas au même degré à la deuxième et à la troisième heure. Un bureau qui a commencé avec un retard d'une semaine, 2 semaines, c'est tout à fait normal qu'on lui accorde 1 ou 2 semaines. Un bureau qui a connu des pannes de machines pendant 2-3 jours, on doit en tenir compte. Donc, avec le rapport détaillé, la CENI
sera, ou alors une moyenne pour permettre que tout le monde soit à l'aise, mais cela ne devrait pas nécessairement impacter sur le calendrier global. Le président de la République touche environ 17 000 $ américains par mois. C'est ce qu'affirmait le ministre des Finances Nicolas Kazadi sur les ondes de la radio Top Congo FM. Il s'agit d'un mensonge aussi gros que l'immeuble Sosacom. C'est ce qu'a déclaré Prince Epengue, cadre de la Mouka, qui exige que soit publié le salaire de tous les fonctionnaires de l'État en commençant par le chef de l'État. Il est au micro de Igor Sombo. La coalition Lamuka exige et renouvelle cette exigence de voir M. Kazadi, le ministre des Finances, publier tous les salaires et avantages, y compris en commençant par M. Félix Tshilombo, son premier ministre, ses ministres et tous les dépendants de l'État. Nous connaissons les salaires d'un policier, nous connaissons les salaires d'un professeur d'université, nous connaissons les salaires d'un enseignant. Pourquoi les salaires de M. Félix Tshilombo restent cachés? Les 17 000 $ par mois que le ministre des Finances a affirmé est un mensonge qui est aussi gros et grand que l'immeuble de Sosacom. M. Félix Tshilombo lui-même avait affirmé, toujours au micro de Top Congo, qu'il ne connaissait pas son salaire. Un monsieur, un responsable de l'État, qui dépense pas moins de 2 millions de $ à chaque voyage, un monsieur qui a un budget de pas moins de 300 millions de $ par an, ne peut pas avoir un salaire de 17 000 $ par mois, tel que monsieur Kazadi l'a dit. C'est un manque de respect pour notre peuple. Tout à fait autre chose. L'on peut maintenant pratiquer la pêche avec de la plus belle de manière possible dans la ville de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Des engins de pêche ont été remis mardi à la population par le gouvernement central après plusieurs cris de détresse dirigés à l'endroit du chef de l'État, Alexandre Kamania. Les moteurs hors bord, les congélateurs et les cartons défilés ainsi que d'autres instruments de pêche, ce sont les matériels apportés par la délégation venue de Kinshasa. On se rappelle que le président de la République Félix Tshisekedi a au mois de décembre dernier demandé au ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele-Djema, de matérialiser ce qu'il avait promis aux habitants de ces coins du pays sur la réorganisation du secteur de pêche dans la ville de Mbandaka, située à plus de 700 km au nord-est de la ville, province de Kinshasa. Ainsi, cette dotation justifie la réalisation des promesses du chef de l'État congolais aux Équatoriens, avec pour objectif précis l'identification des associations des pêcheurs et la construction d'un port moderne, afin de réorganiser les activités de pêche pour l'intérêt général entre la province bénéficiaire et Kinshasa, ce qui paraît un motif de satisfaction pour les habitants de Mbandaka qui ont clamé et réitéré leur soutien et remerciements à l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Je l'ai dit au sommaire, c'est le grincement de dents pour ceux qui empruntent la route Madimba dans la commune de Kisanso. Cette voie importante est complètement délabrée et rend très difficile la circulation pour les piétons, même des motards. C'est un reportage de Gaylor Mouya et Divin Tiala. Cette route est la seule qui mène vers l'hôpital de référence de Kisanso, mais son état après la pluie rend son accès impraticable et occasionne plusieurs cas de vol. Ce tronçon, c'est le seul qui reste pour le passage des véhicules. Il se fait que lorsqu'il pleut, il n'y a pas d'accès dans d'autres directions. Regardez, lorsqu'il pleut, eh bien c'est toujours comme ça. Suite au manque de caniveaux ayant causé ce délabrement, plusieurs dégâts sont déjà enregistrés sur cette route et rend le commerce difficile. En tout cas, cette route nous fait souffrir, nous les mamans. Nous allons à Matete pour acheter le marchandise, mais regardez par vous-même, nos marchandises ne peuvent pas passer.
Rappelons que les travaux de réhabilitation se sont arrêtés en mi-chemin et pénalisent la population. En terminant sport, CHAN Algérie 2023, deuxième journée, deuxième match nul pour les Léopards de la RDC qui affrontaient mercredi soir les éléphants de la Côte d'Ivoire. 0 but partout, c'est le score final au bout d'un match fou où la RDC a manqué de se créer des occasions et que la Côte d'Ivoire, elle, a manqué de concrétiser ses actions. Commentaire Lionel Ngolo. Les deux équipes ont eu du mal à trouver les rythmes dans les premières minutes du match, ce qui s'est traduit par un match en demi-teinte. La première occasion de but n'est apparue qu'à la 20e minute pour la Côte d'Ivoire, après que Vignon ou Otoro aient réussi à se créer un espace, mais sa frappe est malheureusement sans précision. Le Congolais Jean-Marc Mundele aurait pu ouvrir le score pour la RDC à la 24e minute sur coup franc, mais sa frappe est captée par le gardien ivoirien. Et l'occasion en or se présentait pour les Ivoiriens en demi-heure de jeu lorsque le gardien Saïdi Badjo a raté un dégagement qui est tombé dans le chemin de Arturo et qui a manqué la cible de quelques centimètres de l'extérieur de la boîte. En seconde période, les deux équipes cherchent à prendre l'avantage. La RDC semble prendre le dessus grâce à son jeu de passes rapides. Les Ivoiriens se sont retrouvés sous pression vers la fin du match après que Mohamed Zougrana ait été exclu suite à un tacle dangereux sur Philippe Kinzumbi. L'entrée de jeu de Sankara Karomoko a failli jouer en faveur des Ivoiriens. Le jeune prodige a réussi à se défaire de son marquage et a lancé une frappe dangereuse qui a été repoussée par Badjo à la 87e minute de jeu. Le prochain match de la Côte d'Ivoire sera un match décisif contre l'Ouganda à Bagari, tandis que la RDC, à son tour, affrontera le Sénégal à Annaba pour un match considéré comme la petite finale. C'est la fin de cette édition d'information, mais d'abord le rappel des titres. Le Premier ministre a tenu la première réunion de l'année sur la sécurité générale du pays. L'explosion d'une bombe artisanale à Kassindi y a été largement évoquée. Le processus d'enrôlement des électeurs est émaillé de plusieurs couacs. La Synco et l'ECC disent attendre les assurances de la centrale électorale. Et enfin, la route Madimba se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les pratiquants de cette route de la commune de Kisinso lancent un SOS à l'endroit des autorités du pays. Et voilà qui met fin complètement à cette édition d'information. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.